BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Que tout le monde attend, les cadeaux. Alors on a fait, vous connaissez notre formule maintenant, hein, vous avez tous dans votre famille un certain nombre de profils, eh bien on a décidé de les prendre un par un et de leur offrir le cadeau qui leur correspond. Julien Damon, vous avez été chargé du cadeau pour le grand-père qui aime l'histoire. On a tous un grand-père qui aime l'histoire. Absolument. Et là, j'ai trouvé un ouvrage d'économiste, et pas le moindre, puisqu'il s'agit du dernier texte de Branko Milanovic qui traite des visions de l'inégalité. Alors attention, ce n'est pas les visions au sens de on aurait des visions, c'est la manière dont les économistes classiques conceptualisent, observe et quantifie même les inégalités. Et l'analyse va de François Quesnay à Pareto, en passant par Marx, Smith et Ricardo. L'intérêt essentiel, au-delà de l'érudition de l'auteur, au-delà aussi de la capacité qu'il a à reconstruire des bases de données, c'est de montrer la grande relativité des inégalités. C'est en anglais, hein. Bravo. Oui, mon grand-père féru d'histoire est anglophone. Oui, il appartient quand même à un milieu privilégié, le grand-père de Julien, parce que dans cette génération, des gens qui parlent anglais... C'est Harvard University Press. Oui. Et il l'aura en français quand ce sera traduit. Christian Chavagneux, un livre en français cette fois-ci. Pour, on a tous une nièce étudiante en économie. Alors, pour un étudiant en économie, qu'est-ce qu'on lui offre ? Un manuel, grand manuel d'économie politique, dont c'est Yann Guy, Anaïs Engel et Emmanuel Puissant qui sont les directeurs d'ouvrage chez Duno, parce qu'il y a une 60aine d'auteurs en fait. Donc c'est vraiment un manuel où passez en revue tout ce que vous étudiez en licence d'économie. Mais en plus, qu'est-ce qu'il apporte celui-là ? Le fait qu'à chaque fois qu'on traite un sujet, eh bien, on fait voir qu'il y a chez les économistes plusieurs points de vue. C'est un pluralisme des idées qui vous est exposé. On essaie de faire progresser l'étudiant en lui montrant que sur chaque grand sujet, le chômage, l'économie internationale, les inégalités, l'environnement, qui sont des sujets qu'on intègre dans ce manuel qu'il n'y avait pas dans les manuels d'économie, autant je faisais des études d'économie, eh bien, on vous fait voir qu'il y a le pluralisme des idées, le pluralisme des méthodes, la méthode sociologique, c'est très bien, l'enquête, les stats, les modèles économétriques, tout ça, c'est bien. Et le pluralisme des disciplines, l'économie ne peut rien expliquer toute seule. Il faut de la sociologie, il faut de la psychologie, il faut de l'histoire. C'est vraiment une bonne introduction à la matière. Eh ben voilà, elle va être contente. Alors, qui, mieux que Jean-Marc Daniel, pouvait être chargé du cadeau pour le cousin libéral qu'on a tous ? Jean-Marc Daniel. Oui, alors j'ai choisi un bon livre libéral. Un bon livre libéral, Histoire mondiale des impôts, de Éric Anceau et Jean-Luc Bordron. Et donc, c'est pour conforter le... C'est subtil, parce que c'est pas fondamentalement un livre libéral. Non, absolument, ça va le conforter dans le fait que le sadofiscalisme a toujours sévi et que entre impôt et imposteur, comme disait Rousseau, il y a une similitude qui tient au fait que l'accent circonflexe sur le haut de impôt vient d'imposteur. L'imposteur, c'est celui qui fait des impôts, puis c'est le menteur. Alors, il y a à la fois, le livre est constitué non pas de façon chronologique, mais de façon thématique. Et donc, on part d'un mot qui est le fisc, qui est la révolte fiscale, qui est l'impôt direct ou l'impôt indirect. Et puis, il y a à la fois un mélange d'anecdotes, c'est-à-dire on découvre comment on s'est battu pour savoir s'il fallait faire des impôts sur le savon ou pas, sur la barbe ou pas. Et puis des choses beaucoup plus techniques sur le plan de la technique fiscale et beaucoup plus techniques sur le plan de l'économie. Donc c'est un livre que tout individu, libéral ou non libéral, doit lire. Le libéral pour se rassurer et le non libéral pour se convaincre. J'espère que Jean-Marc Daniel est né dans une maternité privée. Parce que s'il est né dans une maternité publique, heureusement qu'il y avait des impôts. Je suis né dans une maternité publique. Comme quoi. Et il a fait l'école publique. J'ai fait l'école publique, mes parents étaient dans l'école publique. Mais on voit ce que ça donne. C'est vrai qu'il faudrait peut-être arrêter de payer les impôts. Hein. Allez, mes études ont été payées en plus, puisque c'est l'armée qui remboursé. Un des profils les plus délicats à traiter. Et donc la mission revenait à Eva Jago, parce qu'on aura forcément une cousine complotiste autour de la table. Alors, qu'est-ce qu'on lui offre à la cousine complotiste ? Eh bien là, on lui offre Les Ingénieurs du chaos de Giuliano d'Ampoli. Alors, ce nom est connu puisqu'il avait écrit Le Mage du Kremlin aussi. Alors ici, on analyse vraiment les mécanismes qui ont permis l'arrivée au pouvoir de dirigeants populistes. Ici, on parle d'ingénieurs du chaos. Ce sont ces conseillers d'hommes politiques, des techniciens de l'information, des geeks ou encore des idéologues qui fabriquent le succès de ces politiques-là. Alors, c'est quoi ces ingénieurs ? Comment est-ce qu'ils s'y prennent ?
Eh bien, alors ces ingénieurs, ils ont un métier assez particulier, assez hybride, puisque à l'époque, le métier politique, il était vraiment orienté sur, voilà, il fallait avoir fait un cursus sciences politiques ou de journaliste. Aujourd'hui, vraiment, c'est différent. On est plus dans la technique. L'auteur cite par exemple le bras droit de Boris Johnson, Dominic Cummings, qui lui a étudié la physique avant tout le reste. Alors, c'est plus Sciences Po qu'il faut faire, c'est vraiment savoir manier les données qui importent. Et pourquoi est-ce que ça fascine tant les politiques? Parce qu'on a l'impression que c'est la recette magique du succès, quoi, en fait. C'est vrai que cette année, ils l'ont tous lu, à savoir Laurent Wauquiez, Clément Beaune ou encore Bruno Le Maire, même le président de la République. C'est perçu comme vraiment un guide d'outils pratiques, des moyens qui aideront à lutter ce phénomène. Julien Damon, on a tous une tante qui vient d'une petite ville moyenne, de province. Oui. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Alors, ce qui lui ferait plaisir, c'est de lire Xavier Jaravel. D'abord parce que dans le titre de son ouvrage, Marie Curie habite dans le Morbihan. Il y a un clin d'œil à tous les modestes et tous les éloignés, donc notre tante de province en l'occurrence. Et puis surtout parce que la thèse générale, assise sur de la science rigoureuse, consiste à nous dire qu'il y a plein de talents cachés en France et de talents perdus, des Marie Curie perdus, pouvant habiter dans le Morbihan, qu'il s'agit par un investissement puissant dans l'école de réveiller, d'éveiller et de leur permettre de participer au grand processus collectif et démocratique, selon lui, d'innovation. Donc pour ma tante de province, je lui passerai ce petit ouvrage percutant qui d'ailleurs rencontre à juste titre le succès. Vous faisiez un peu l'amour, Christian Chavagneux, non? Oui, parce que pour développer l'innovation, il faut mettre de l'argent dans l'éducation. C'est pas quelque chose qui paraît complètement très innovant pour le coup, et que Bill Gates l'avait dit. Si j'étais né au milieu de l'Afrique, je ne serais jamais devenu Bill Gates. Il y a bien un déterminant géographique, social. Et si vous mettez de l'argent dans le Morbihan, vous allez sortir une Marie Curie. Alors que si vous le mettez à Grenoble, vous allez en sortir 10. Donc il vaut mieux renforcer les inégalités tout en restant dans la logique de Xavier Jaravel. Jean-Marc Daniel, sortez de ce corps. Bon, moi je pensais qu'il fallait qu'on dise du bien des bouquins qu'on offrait à notre temps. Moi c'était pour lui faire plaisir. Je pourrais dire beaucoup de mal du droit de Jaravel. Vous savez comment ça, Julien? C'est quoi ton cadeau? Ça a l'air bien. Mais il va tout revendre immédiatement sur Amazon ou sur le Bon Coin dès le lendemain. Allez, on a tous aussi, parce que c'est normal, on a tous aussi un copain qui sera là, fasciné par les crypto-monnaies. Alors, Christian Chavagneux, vous avez décidé de peut-être de calmer son enthousiasme en remettant en perspective l'incroyable histoire de l'argent. Exactement, c'est Benoît Sima et Tristan Garnier, c'est donc une BD aux arènes. Et pourquoi crypto-monnaie? Parce qu'en fait, le personnage principal qu'ils ont utilisé comme médiateur, c'est Satoshi Nakamoto, celui qui normalement a créé le Bitcoin, une personne, plusieurs personnes, on ne sait pas trop. En fait, c'est une histoire de la monnaie, une histoire de l'argent, mais vraiment plutôt de la monnaie, des débuts dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et on s'aperçoit que la monnaie a toujours été dématérialisée. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les rapports de force, les combats entre les grands acteurs privés et les acteurs publics autour de la maîtrise de la monnaie et de la finance, eh bien, ça date depuis la Lydie et depuis les débuts des premières monnaies. C'est très simple, c'est très pédagogique, on apprend beaucoup de choses. Une belle BD. Formidable. Eh ben, on a confié le cadeau pour le libéral à Jean-Marc Daniel, et ben du coup, on vous a aussi confié, Jean-Marc, le cadeau pour évidemment le beau-frère fonctionnaire qu'on a tous. Oui, absolument. Qu'est-ce qui ferait plaisir à un fonctionnaire? Un fonctionnaire, ce qui ferait plaisir, c'est de savoir qui et comment se comporte l'ennemi. Or, l'ennemi qu'on lui annonce depuis toujours, c'est le cabinet de consultants qui va s'abattre sur lui et qui va lui dire ce qu'il mange qui mange son pain. Et on l'a bien vu cette année, ça a été une des sagas de l'année. Et donc, il y a un livre qui a été publié sur McKinsey pour le meilleur et pour le pire, aux éditions Buchet-Chastel. C'est la traduction d'un livre américain par deux journalistes du New York Times, je crois. Et alors c'est un livre qui est assez remarquable, qui est fait d'ailleurs à l'américaine, c'est-à-dire il y a un mélange d'anecdotes et de considérations plus théoriques sur la façon dont ça fonctionne. Alors on rappelle qui est McKinsey. McKinsey, c'est le fondateur du cabinet en question, mais en fait le personnage clé s'appelle Marvin Bower, qui est le juriste et qui a construit tout ça. Et on voit bien comment à la fois McKinsey cherche à avoir les meilleurs éléments en allant dans les universités américaines les plus prestigieuses pour recruter effectivement ses futurs collaborateurs. Comment McKinsey s'adresse
s'adresse aux puissants, comment McKinsey a une capacité de séduction, comment McKinsey est en capacité de répondre aux attentes des gens qui viennent chercher les consultants en question. Mais ce que disent les auteurs aussi, c'est que à la fin des fins, c'est quand même pas eux qui décident. À la fin des fins, ils donnent des conseils. Ces conseils sont effectivement assez orientés et assez conformes à une certaine vision du monde. Mais celui qui décide, c'est quand même le client. Et donc, c'est une façon de dire à notre beau-frère fonctionnaire, à la fin des fins, c'est quand même toi qui devras décider. Merci Jean-Marc. Allez, moi j'ai choisi. Alors là, on est à la frontière de la politique, de l'économie, de la sociologie. C'est le livre de Géraldine Mühlmann, Pour les faits, aux éditions Les Belles Lettres. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle part d'un constat terrible. Nous n'arrivons plus à nous mettre d'accord, ne serait-ce que sur les faits de ce qui se passe vraiment. Or, eh bien, se mettre d'accord sur les faits, c'est indispensable à notre vie collective, au bien vivre ensemble. Et donc, c'est une sorte de plaidoyer, finalement, pour l'impartialité. Elle revient sur l'histoire du journalisme, et elle dit oui, l'impartialité, c'est possible, effectivement. Et donc, voilà, c'est ce plaidoyer pour l'impartialité que je trouve très salutaire. Comme ça, voilà, si vous avez un neveu journaliste, ce sera parfait pour lui mettre les idées bien en place dès le début de sa carrière. C'est aux éditions Les Belles Lettres. Alors, Julien, on aura cette conversation aussi à Noël. La voiture, le vélo. On aura forcément quelqu'un qui n'aime pas la voiture dans notre famille. Qu'est-ce qu'on lui offre ? Eh bien, à cette marraine, en tout cas à ce membre de ma famille Absolument. anti-voiture. On a choisi la marraine. La marraine anti-voiture. Je lui offrirai l'ouvrage à 3 signatures d'un ingénieur, d'un architecte et d'un urbaniste qui se titre « La ville stationnaire, comment mettre fin à l'étalement urbain ». Parce que c'est un ouvrage très surprenant, très renseigné, très documenté et en même temps très militant, extrêmement révolutionnaire même. Ma marraine anti-voiture ne va plus en pouvoir, elle va en faire sa Bible, ce petit bouquin à couverture verte. Quelle est l'idée forte ? En matière d'urbanisme, le truc à la mode, c'est le ZAN, ça veut dire zéro artificialisation nette. Et bien ceux-là, mes 3 amis là, et les 3 amis de ma marraine, ils sont pour le zéro artificialisation brute. C'est donc plus d'artificialisation, on arrête de construire, on réhabilite, on fait une politique très puissante d'aménagement du territoire pour que les villes moyennes permettent à chacun de vivre et permettent aussi de ne pas trop se déplacer. D'où la voiture. Plus sérieusement, parce que je le fais avec un petit regard caustique, cet ouvrage a cet intérêt extraordinaire d'être extrêmement précis, extrêmement documenté et peut faire changer des avis. Alors, pas celui de ma marraine, qui, elle, sera ravie, mais Jean-Marc, peut-être, le lisant, se dira « Ah bah tiens, quand même, il y a peut-être des choses pas trop mal chez les écolos gauchos. » Alors, j'en avais fait la critique dans l'émission et j'en avais dit plutôt du bien. Oui. Alors, il se trouve que je ne sais pas depuis combien de temps Julien et Jean-Marc vous n'aviez pas discuté, mais Jean-Marc n'est plus le même depuis quelques mois. C'est-à-dire que vous ne savez plus parfois si c'est Christian Chavagneux qui parle, si c'est... Faut pas exagérer. Moi, je il va vous faire un procès. Attendez, il y a un an, celui qui avait la marguerite entre les dents, c'était Christian Chavagneux. Aujourd'hui, c'est plutôt Jean-Marc Daniel. Moi, tous les deux, même d'ailleurs. J'observe qu'ils se ressemblent de plus en plus. Oui, mais vous savez quoi ? C'est ça. Vous savez quoi, cher Julien ? Le Bon, problème, c'est que Jean-Marc on ne les a fait distingue beaucoup plus. plus de chemin vers Christian que Christian n'en a fait vers c'est vrai. Jean-Marc. C'est normal, moi je suis au centre et lui il venait très loin. Donc, Allez, moi, c'est tout. Christian, on a tous dans la famille un chef d'entreprise, un tonton par exemple, qui a sa boîte. Allez, quel est le livre qui lui mettra des paillettes dans les yeux? Une petite biographie du grand capitalisme du moment, enfin d'un des grands capitalistes du moment. Elon Musk, bien sûr, par Béatrice Mathieu et Emmanuel Bottas et chez Robert Laffont. Un petit peu d'éléments biographiques, mais des bios sur Elon Musk, on en a déjà pas mal. Donc c'est plutôt sur sa stratégie économique. Comment est-ce qu'il a fait pour rentrer dans 2 secteurs a priori imprenables, tellement il faut beaucoup d'investissements, tellement ils sont déjà contrôlés par des grandes firmes, l'automobile, le spatial, et pourtant il y arrive. Comment il fait? Un sens de l'innovation en permanence, et puis aussi, pour quelqu'un qui est très libertarien, quand même beaucoup d'argent public, une belle stratégie d'intégration verticale poussée jusqu'au bout, ce qui lui permet de ne pas être dépendant de ses fournisseurs, et puis malheureusement, ce que décrit le livre, à savoir un turnover très fort parce que c'est un management par la peur, une ambiance très sexiste de travail. Il y a aussi des mauvais côtés dans les entreprises d'Elon Musk. Parfait, et on termine, allez, avec notre morceau de bravoure, parce qu'on a tous dans la famille un syndicaliste. Ah bon? Jean-Marc Daniel. Bah oui, qui n'a pas dans sa famille un syndicaliste? Je vous ai assigné le livre à offrir
Allez, à notre belle-sœur. À la belle-sœur syndicaliste. Alors, la belle-sœur syndicaliste, j'ai choisi le livre de Pascal Perry aux éditions de l'Archipel. Donc, Pascal Perry, ça s'appelle Génération Farniente. Et le sous-titre, c'est Pourquoi tant de Français ont perdu le goût du travail. Donc, Pascal Perry, il va pas par quatre chemins, dans un style très acerbe et très acéré. Il dénonce l'esprit de fainéantise, d'ailleurs, il emploie le mot, il n'hésite pas à le dire, qui est en train de gagner le pays, alors qui est entretenu en particulier par les syndicats, le discours sur la semaine de 4 jours, etc. Et il fait le constat que tout ça va finalement se heurter à la nécessité. C'est-à-dire que les Français ne peuvent pas à la fois avoir de la croissance économique, du bien-être renforcé, davantage... Ça s'appelle le beurre et l'argent du beurre. Ils peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça marche avec Uber. Vous connaissez le jeu de mots Uber et l'argent d'Uber. Et donc, d'emblée, il rappelle quand même qu'on est arrivé à une situation où moins de 10% de notre vie est consacrée au travail, si on applique l'âge légal jusqu'où on doit faire des études, les 35 heures, l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et à la fin des fins, quand on reste dans ce cadre, 5 semaines de congés payés, quand on reste dans ce cadre-là, on aura travaillé moins de 10% dans sa vie. Et il dit, dans la situation d'évolution de notre économie et de productivité, ça va être assez vite insupportable. Eh bien, merci, messieurs, dames. Surtout, restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission, parce que là, on va aborder les deux thèmes sur lesquels vous risquez de vous étriper en famille pendant les fêtes. Et donc, on va vous donner quelques arguments pour muscler votre discours. Et puis, on fera le tour du monde aussi, évidemment, avec Benaouda Abdelhaim. Et on terminera, comme de coutume, avec les livres qu'on attend avec impatience pour la rentrée. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho.